Bien, je suis très heureuse d'ouvrir cette première table ronde de la journée et d'accueillir Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL, Roch-Olivier Mestre, président du CSA, Monsieur Thierry Vedel, qui est enseignant, chercheur à Sciences Po et au CEVIPOF, et normalement, si les choses se passent bien, Monsieur Battesti, qui est responsable des affaires publiques de Facebook et qui doit nous rejoindre par visioconférence. Bonjour monsieur, vous voilà. Bonjour, parfait. Madame. Bonjour, mesdames et messieurs, je ne vous vois pas, mais j'espère que vous me voyez. On vous voit, on vous entend. Et je vous vois. Voilà, je vous vois. ça y est, Parfait. voilà, la liaison est établie, c'est parfait. Parfait. Alors, la manipulation des données individuelles, c'est le titre de cette table ronde qui ouvre le colloque sur un sujet en vérité assez complexe parce que la notion de manipulation de données individuelles n'est pas, ne s'éclaire pas immédiatement d'elle-même. Et c'est un sujet grave parce qu'il porte sur la protection de la vie privée, de l'intime, comme sur la protection des fondements des sociétés démocratiques. Sur ce sujet, s'est opérée à la suite d'événements récents et il faut dire récurrents, une prise, je crois, de conscience des conséquences inquiétantes que porte en elle-même l'économie des données personnelles. On sait que l'extraction et l'exploitation de données sur les comportements individuels des internautes et leur revente à des tiers, notamment bien sûr aux annonceurs, mais pas seulement, est la clé de voûte du système économique des géants du numérique. Ce que nous lisons en ligne, ce que nous commentons, ce que nous achetons, là où nous aimons aller chercher des nouvelles, constitue un nuage d'informations collectées à partir de l'accès à notre terminal personnel par l'intermédiaire de traceurs qui suivent nos déplacements sur le réseau. Ces informations sur notre personnalité, certains disent même sur notre esprit, et que nous fournissons de manière active et apparemment de notre plein gré, sont, on le sait, brassées, travaillées par des algorithmes et croisées avec d'autres données complémentaires, exploitant les sources accessibles sur Internet, tout simplement observant les comportements sur la toile. Ce travail de l'ombre, le plus souvent invisible, permet de dessiner nos profils d'utilisateurs de manière maintenant très fine et de plus en plus fine grâce à l'augmentation continue de la puissance des ordinateurs, de même que celle de la vitesse des capacités des réseaux de transport de données. Il permet aujourd'hui d'extraire une sorte de surplus comportemental qui attribue à la donnée d'ailleurs sa grande valeur. Cette sophistication de plus en plus grande du profilage est liée au basculement, il y a plus d'une décennie, on le sait, vers la publicité personnalisée à l'échelle de l'individu. Alors, l'exploitation du profilage peut permettre une amélioration, bien sûr, du service rendu aux utilisateurs, notamment en facilitant leur choix ou en permettant des rapprochements avec des groupes affinitaires. Mais elle permet aussi, et surtout peut-être, d'influencer les comportements d'achat, les opinions, les émotions, de conduire l'utilisateur ou le citoyen vers des décisions qu'il n'a pas nécessairement souhaitées, bridant ainsi son libre choix et l'autonomie de sa volonté. Et au-delà même de la recherche d'influence, et la frontière n'est pas d'ailleurs toujours facile à tracer entre influence et manipulation, l'actualité de ces dernières années a fourni des exemples d'organisation de véritables manipulations à partir de l'exploitation ou de l'exposition de données. Si bien d'ailleurs que certains chercheurs ont pu parler de datapulation, manipulation de la data. Les techniques sont nombreuses, elles sont variées. On retiendra surtout celles qui sont intervenues dans le domaine de l'information, par la diffusion de fausses informations diffusées dans le but de nuire, par le filtrage d'informations, par la diffusion d'informations tronquées, avec bien sûr aussi l'affaire Cambridge Analytica, sur laquelle peut-être que M. Battista reviendra. Plus de 26 millions de comptes de personnes profilées sur Facebook et repérées comme influençables aux thèses du candidat Trump en 2016, les faux comptes russes pendant cette même campagne, qui ont abouti à une véritable manipulation de masse. La manipulation peut aussi résulter du vol de données identifiantes, qui permet des usurpations d'identité, de l'identité numérique d'un individu, donc qui permettent des manipulations en se faisant passer pour quelqu'un que l'on n'est pas et en procurer éventuellement un certain nombre d'avantages. Enfin, bien sûr, je ne peux pas ne pas évoquer le fait que les fonctionnalités affinitaires et la viralité des réseaux sociaux peuvent aussi être exploitées pour provoquer, par la diffusion de messages, des comportements
pour provoquer par la diffusion de messages certains types de comportements ou manipuler vraiment des individus, comme nous venons d'en avoir une démonstration insupportable il y a une semaine. Alors, pour combattre ces dérives, un certain nombre d'instruments de protection majeurs ont été mis en place ces dernières années. Bien sûr, la directive sur la protection des données de 1985, le RGPD de 2016. En France, les lois du 22 décembre 2018 sur la lutte contre la manipulation de l'information, la loi du 22 juin 2020 sur la lutte contre les contenus haineux, ou ce qu'il en reste, on y reviendra peut-être, et puis bien sûr tout l'appareil des recommandations et de la régulation opérée par la CNIL et par le CSA. La protection des données personnelles, on le sait, elle est fondée sur un certain nombre de principes essentiels, licéité, loyauté, transparence dans la collecte des données, minimisation, sécurité, et surtout, bien sûr, c'est le consentement de la personne à l'utilisation de ces données. Mais ces protections appellent, je crois, un certain nombre d'interrogations que nous partagerons sans doute aujourd'hui autour de la table. La première, c'est de savoir si ces protections sont bien connues et les droits qui s'y attachent sont bien connus et sont réellement exercés. La première des protections est sans doute de connaître les droits dont on est bénéficiaire. Est-ce que c'est aujourd'hui véritablement le cas ? Sur le consentement, qui est une sorte de Graal au fond de la protection des données personnelles, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un sujet que la présidente de la CNIL connaît bien, les barrières rencontrées sur les sites permettent vraiment d'exprimer un choix. Le consentement n'est-il pas le plus souvent davantage abandonné que donné? Les interfaces sont-elles toujours loyales? Deuxième questionnement sur ces protections, elle concerne la transparence sur les méthodes mêmes d'exploitation des données, le travail de l'ombre, qui reste très largement à faire, de même que celle sur le fonctionnement même du marché des données. Y a-t-il des exigences nouvelles à formuler? Lesquelles? À quel niveau? Avec quel type de contrôle? Enfin, si les plateformes se sont engagées sous la pression d'affaires qui ont frappé l'opinion à mettre en place des mécanismes de contrôle pour détecter les manipulations, les prévenir ou les neutraliser, quel bilan peut-on faire aujourd'hui de cette autorégulation? Les plateformes sont-elles d'ailleurs légitimes à assurer seules la conciliation entre liberté d'expression et protection des publics? C'est évidemment une question tout à fait au cœur de l'actualité et sans doute aussi de cette journée en raison de la proximité de l'adoption par l'Union européenne, enfin, dira-t-on, d'une législation globale destinée à réguler l'espace numérique et informationnel, pour reprendre l'expression du commissaire Thierry Breton dans une interview intéressante qu'il a donnée hier au journal Le Monde. Évidemment, pas d'angélisme, il sera difficile de parer à toutes les manipulations, mais comment et peut-on envisager qu'une coopération loyale de tous les acteurs permettent en tout cas d'y parer, de les prévenir, voire de les neutraliser, comme je le disais. Toutes ces questions, nous les aborderons dans la table ronde et je vais maintenant, et en premier lieu, puisque M. Battesti doit nous quitter pour une réunion importante qui concerne la lutte contre le terrorisme et l'engagement des réseaux sociaux dans ce combat, nous quitter donc aux alentours de 10h45, lui passer la parole, notamment sur les questions des décisions prises par Facebook pour remédier aux manipulations observées sur ces réseaux. Monsieur Battesti. Merci beaucoup. Je vais vous donner un panorama en quelques minutes des sujets qui nous sont, voire reproches, qui nous sont parfois adressés. Déjà, je voudrais revenir sur la question de, on parle de données, de produits, du temps passé. Il nous est souvent indiqué qu'on souhaite que les gens passent le plus de temps possible sur la plateforme et c'est comme ça finalement que le business ne peut que grandir. J'aimerais apporter un bémol sur ce point. Ce qu'on essaie surtout de développer, c'est du temps utile sur la plateforme et sur un réseau social. On va venir sur les questions algorithmiques et donc après sur d'autres questions. Sur le réseau social, ce qui est important, c'est que vous soyez content de ce que le réseau social doit vous apporter, c'est-à-dire en général les interactions avec vos amis et avec votre famille, et pas forcément d'avoir la énième vidéo virale qui ne vous intéresse pas. Et donc oui, des modifications
j'y reviendrai, algorithmiques, sont apportés pour essayer d'avoir un produit plus personnalisé et je pense plus en phase avec vos attentes, mais j'aborderai bien sûr les questions de contrôle. J'entends souvent aussi, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Alors là encore, c'est une phrase choc, bien sûr, qui a le mérite de poser le débat, mais là encore, parce que je vais aussi parler de publicité, et c'est comme ça d'ailleurs que des mécanismes d'influence ont pu se développer, je vais y venir tout de suite. On ne vend pas de données personnelles à des annonceurs. Et nous serions même bien stupides de le faire, parce que ce n'est pas comme ça que finalement un business model autour de la publicité et de l'expérience publicitaire peut se construire. Les plateformes, je parlerai de Facebook, permettent aux publicitaires d'accéder à des audiences. Et donc, on ne donne pas des listings de noms personnalisés avec vos goûts et vos préférences à Coca-Cola ou à L'Oréal. Ce qu'on leur permet, ce qu'on leur dit, c'est de dire, voilà, on construit une audience qui vous intéresse et qu'est-ce qu'on vous vend? Ce n'est pas les données que l'on vous vend, c'est on vous vend une capacité à pouvoir toucher l'audience qui vous intéresse. Et effectivement, pas se mentir, grâce aux données personnelles et à la révolution digitale, on peut aujourd'hui avoir des audiences très affinées. Quand vous êtes une marque qui voulait toucher qu'une certaine tranche d'âge, de gens qui habitent à tel endroit et qui s'intéressent, j'y reviendrai, à telle ou telle catégorie de produits, grâce aux likes qu'ils ont pu faire sur la plateforme, voire à du surf en dehors de la plateforme, vous pourrez les atteindre. Et donc, c'est une différence, mais qui est tout à fait fondamentale et qui n'est pas toujours bien comprise, peut-être parce qu'on ne l'explique pas assez, ou en tout cas, il est important de le dire. La question des algorithmes dans tout ça joue un rôle, puisque dans votre fil d'actualité Facebook, le fil d'actualité Facebook, c'est comme une route. Et donc, s'enchaîne sur cette route la publication de vos amis, quelqu'un de votre famille, et puis au milieu de tout ça, il y a une publicité qui doit, bon, parce que c'est ainsi, hein, être proposée, et puis peut-être une vidéo, etc. etc. Et par ailleurs, il y a les pages d'actualité, c'est-à-dire si vous avez décidé d'aimer la page du Monde, du Figaro ou de Libération, eh bien, leur contenu doit aussi arriver dans le fil d'actualité. Et donc, l'algorithme n'a rien je dirais, de malicieux en tant que tel ou de gentil en tant que tel. Il est conçu pour créer des arbitrages entre ce qui vous est présenté ou pas présenté. Alors, comme c'est une expérience personnalisée, c'est vrai, et il y a des vidéos qui l'expliquent, et même littérature à ce sujet, qui expliquent que les personnes que vous commentez le plus, que vous likez le plus, avec qui vous discutez le plus, auront tendance à se retrouver plus régulièrement dans votre fil d'actualité. On me dit souvent, mais ça fait, je suis ami avec un tel sur Facebook, et ça fait 6 mois que je ne vois plus aucun contenu de cette personne. Mais on pourrait aussi dire, ça fait aussi 6 mois que vous ne parlez plus au téléphone, ou voilà. Donc, quelque part, de manière très imparfaite souvent même, l'expérience numérique reflète aussi votre expérience sociale avec votre groupe social de tous les jours, qu'il s'agisse d'amis, famille ou collègues. Et la question des manipulations, je ne veux pas être trop long, elle est au confluent de tout ça. C'est-à-dire que l'outil publicitaire, qui est un outil marketing très puissant, qui en plus a permis à des entreprises qui n'avaient pas accès à la publicité d'y avoir accès. Donc, quand on se développe en tant que restaurateur, coiffeur ou start-up, on a besoin de la publicité, je pense, ont eu accès à des outils publicitaires à moindre coût pour se développer. Mais aussi, bien sûr, les grandes marques et, il faut le dire, un certain nombre, je dirais, d'activistes, de personnes ou d'organisations qui défendent des causes, ont aussi accès à ces outils de campagne qui leur permettent donc de promouvoir leurs idées. Ce qu'on a pu voir, je pense que ça a éclaté avec l'élection de Donald Trump il y a 4 ans, donc là, on est quelque part dans un timing intéressant, c'est que le ciblage publicitaire fait que les gens qui ne sont pas ciblés par cette publicité ne voient pas cette publicité. Et donc, un certain nombre d'acteurs malfaisants, étrangers, d'après ce qu'on sait, ont pu comprendre, mais pas que, hein, ont pu comprendre qu'ils pouvaient utiliser ces outils pour se dire quelque chose qu'en matière de campagne électorale, il y a une révolution, de se dire, on parle surtout des États-Unis, mais je reviendrai par la France et l'Europe. Oh là là, mais c'est formidable, parce qu'avant, on distribuait des tracts dans la rue comme ça, sans savoir vraiment qui sont les gens. Là, on peut agir de manière plus ciblée. Et en plus, au milieu de tout ça,
C'est rajouter la question de l'affaire de Cambridge Analytica, c'est-à-dire du vol de données d'applications qui a permis de constituer ces bases de données et qui ont pu être utilisées. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux fondamentaux qu'il faut vraiment mettre en œuvre. Il y a la question de transparence et de responsabilité. On a parlé de consentement. Le consentement, c'est un outil très important, c'est un outil légal extrêmement puissant, mais encore faut-il savoir ce à quoi les personnes consentent. Et donc, c'est un enjeu pour nous de faire ce qu'on appelle on dit en anglais un consent flow, donc un chemin de consentement qui explique bien aux personnes quand elles s'inscrivent, mais aussi après, quand il y a des nouvelles fonctionnalités, à quoi elles consentent. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui demander un consentement général pour tout. Ça n'a plus aucun sens et c'est même plus, je pense que le RGPD attend de nous maintenant depuis 2 ou 3 ans. Mais ça, c'est a priori. A posteriori, on doit mettre aussi en place des outils, parce qu'on est là, on parle d'une plateforme technologique qui vous permettent de dire, attendez, moi j'ai consenti à un certain nombre de choses, maintenant j'ai cette histoire de publicité ciblée, je ne sais pas trop, etc. Donc, vous devez avoir des outils qui vous permettent, non pas de supprimer la publicité, parce que le service est financé comme ça, mais de contrôler l'expérience publicitaire et de savoir pourquoi vous êtes dans cette audience. Je vous invite à le faire sur une publicité, vous pouvez le voir. Pourquoi je suis ciblé? Ça ne me convient pas. Moi, je ne m'intéresse pas au sport, ces choses-là. Je parle pour moi. Donc, je ne veux plus faire partie de ces audiences. Donc, je vais contrôler cette expérience. Et je ne veux plus être suivi quelque part en dehors de Facebook pour que l'expérience publicitaire soit affinée. Donc, là aussi, on vous donne l'outil pour le faire. Donc, ça, c'est une première chose. L'autre chose en matière démocratique et électorale, ce qui a été construit et amené rapidement en France, et le CSA, je le sais, a travaillé sur ce produit, c'est en matière de transparence, c'est la bibliothèque publicitaire. C'est de dire maintenant, toutes les publicités qui sont là pour promouvoir des idées ou des causes, disons, d'intérêt général, les causes sociétales, vont aller dans une bibliothèque publicitaire. Donc, on saura qui fait de la pub, sur quel sujet, quel type de budget sont engagés, avec quel type d'audience éventuellement ciblée, etc., etc. Et donc, les choses qui pouvaient passer sous le radar ne doivent plus passer sous le radar et sont accessibles publiquement aussi bien à un régulateur, c'est ça, aussi bien des journalistes ou à des experts académiques qui peuvent regarder ce qui se passe et venir aussi nous demander des comptes. Parce qu'on en vient sur le deuxième point, l'accountability, on dit en anglais, mais la responsabilité. Et c'est ça aussi qui est au cœur des mesures et des accords qui ont été pris avec la FTC aux États-Unis. Donc, c'est aussi une amende de 5 milliards, certes, mais c'est principalement, j'ai envie de dire, des rapports trimestriels avec un board indépendant qui sont signés par notre CEO, etc., etc. Donc, on voit bien qu'il y a eu un chemin, je dirais, depuis une période 2014, 2015, 2016, où un certain nombre de problèmes étaient là et des gens ont abusé de ces faiblesses ou de manque, en tout cas, de précision dans ce type d'action pour faire des affaires comme Cambridge Analytica ou s'amuser avec l'outil publicitaire. Aujourd'hui, on peut espérer en tout cas que les choses sont beaucoup plus difficiles, beaucoup plus encadrées et on verra, l'élection américaine dans quelques jours est un test. Par exemple, une mesure très simple, on est dans la dernière semaine de l'élection bientôt. Là, on va interdire vraiment la publicité politique sur la plateforme pour éviter des phénomènes de manipulation à la dernière minute. On a aussi d'autres phénomènes qui consistent à essayer de tromper les gens pour leur dire qu'on vote tel jour, ou on ne vote pas tel jour, ou les démocrates votent tel jour, les républicains votent tel jour. Donc, je ne veux pas être trop long ici, mais il y a énormément de choses qui ont été faites, mais surtout avec l'idée que les choses doivent être beaucoup plus transparentes pour l'utilisateur, pour le régulateur ou les experts journalistes qui vont à voir avec ce que nous faisons. Et surtout, un accroissement de responsabilité. Alors, le RGPD aujourd'hui existe et c'est tant mieux. Vous avez évoqué la question de la régulation des contenus. La loi Avia venait adresser ce point au niveau national, mais même si aujourd'hui elle a été diminuée par le Conseil constitutionnel, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des comptes à rendre en la matière. Et cette semaine, nous étions au ministère de l'Intérieur pour cela, après le tragique attentat de vendredi dernier. Et il viendra dans quelques mois une régulation européenne, le DSA, qui est probablement utile et nécessaire pour une régulation à terme des réseaux sociaux et des plateformes d'expression. Voilà. J'ai terminé, je ne voulais pas être trop long. Évidemment, s'il y a des questions, je suis là jusqu'à 11 h, vous l'avez mentionné.
Et donc, je m'excuse de partir plus tôt que prévu. Merci beaucoup. Je voulais juste aussi rappeler la règle de fonctionnement après une intervention, donc des échanges dans la table ronde, et puis ensuite on enchaînera sur les interventions suivantes. Au fond, ce que vous nous dites, c'est que les expériences des 3-4 dernières années ont conduit la plateforme dans laquelle vous êtes à prendre un certain nombre de décisions, de mesures destinées à remédier à ce que vous avez observé, c'est-à-dire effectivement des phénomènes de manipulation, d'usage de votre réseau à des fins malveillantes ou à des fins de tromperie, pour reprendre votre terme. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il reste encore beaucoup à faire? Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes aujourd'hui en capacité de mieux détecter ces manipulations? Vous avez encore devant vous un certain nombre d'étapes, lesquelles, s'il y en a, voilà. Au fond, est-ce que ou est-ce que c'est un phénomène aussi, on peut le comprendre, un peu d'apprentissage, je dirais, au fil du temps, parce que vous devez aussi réagir à un certain nombre de phénomènes que vous observez sans peut-être pouvoir toujours avoir plus la faculté de les anticiper précisément. Alors oui, c'est vrai qu'il faut procéder de manière empirique et être vraiment très humble vis-à-vis de la tâche. On parle d'un ensemble de services Facebook, Instagram qui regroupe en moyenne chaque mois 3 milliards d'individus et qu'il ne faut pas sous-estimer le facteur humain dans tout cela et que malheureusement la technologie ne peut pas tout régler. Donc ce qu'on peut voir, c'est que c'est vraiment la course du gendarme et du voleur, c'est-à-dire que nous avons fermé les robinets sur un certain nombre d'applications qui abusaient de nos plateformes, hein, puisque en fait, le Facebook Connect, les applications sont à l'origine des dérives de Cambridge Analytica. Donc, des mesures ont été prises, des poursuites même ont été engagées contre des développeurs d'applications. Donc, je dirais qu'une fois qu'on a refermé ou du moins maîtrisé un front, on peut se rendre compte qu'il y a d'autres problèmes qui se posent. Et le problème peut, par exemple, se déporter sur quelque chose qui est utilisé massivement par nos concitoyens, sur les messageries privées, les groupes WhatsApp, les groupes Messenger. Et donc là, il a fallu aussi prendre des mesures contre les propagations virales de fake news sur WhatsApp, en limitant la taille des groupes, en travaillant sur la question de repartage. Donc, il y a vraiment un travail, et c'est surtout un travail qu'on ne peut pas faire seul. Et on veut vraiment pouvoir travailler. Alors, le CSA est présent aujourd'hui, mais je le mentionne en particulier, mais je pense avec toutes les autorités compétentes pour avancer sur ces sujets, parce qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Sincèrement, il faut s'ouvrir plus à la recherche aussi. Il faut maintenant rentrer dans une phase où on sera beaucoup plus en cheville avec des personnes qui doivent nous surveiller, nous contrôler, bien sûr, c'est normal, mais aussi qui peuvent étudier ces phénomènes et qui peuvent aussi nous aider à avancer sur ces sujets. Donc, pour moi, l'enjeu, là, il est là. Oui, oui, monsieur. Et la CNIL, je ne vais pas l'oublier, bien sûr. Bien sûr, oui. Ce ne serait quand même pas de ma part. Non, après l'intervention d'Antoine Battesti, que je salue, moi, ce qui me frappe sur ces sujets, c'est combien les opinions publiques mondiales ont évolué rapidement en quelques années. Le discours sur Internet qu'on entendait il y a quelques années sur cet espace merveilleux de liberté absolue, d'accès à la connaissance, d'espace démocratique, d'espace de dialogue, d'espace de liberté, c'est en réalité un discours qui est derrière nous maintenant. Les opinions publiques en Europe, c'est très frappant, sont en demande de régulation. Aux États-Unis, on voit que le débat est aujourd'hui très fort, à la fois sous l'angle antitrust, mais aussi sous l'angle de la régulation. La remise en cause éventuelle de la section 230 a été posée par le président américain. Sur le continent africain, moi je le vois avec le réseau des régulateurs francophones auxquels on appartient, ce débat est posé. En Océanie, après l'épisode de Christchurch, cette question a été fortement soulevée.
Ce qu'on ne supporterait pas une minute sur les médias traditionnels, précisément parce qu'ils sont régulés, on le supporte de moins en moins sur Internet. Et les opinions publiques sont aujourd'hui en forte demande d'une régulation de ce secteur. Et je crois que les plateformes, et l'exemple de Facebook est intéressant de ce point de vue-là, ont compris cette question, sont en initiative parce qu'elles voient bien que leur propre modèle économique peut être questionné si elles ne sont pas en initiative. La question qui est posée, c'est que ces plateformes, elles sont dans des situations quand même très, très inégales. Facebook a un modèle économique très, très puissant, on le sait, c'est une entreprise extraordinairement profitable. Elle a donc beaucoup de ressources pour développer des initiatives d'intelligence artificielle ou de modération humaine. Elle a pris beaucoup d'initiatives, vous en avez cité un certain nombre, Anton. D'autres plateformes, je pense à Twitter, ne sont pas dans la même configuration, n'ont pas la même capacité économique. Et on voit bien une inégalité de situation qui fait que l'autorégulation ne peut pas être la réponse, je pense, à cette situation. On a un moment joué cette carte. L'Union européenne a joué cette carte avec le code de bonne conduite, mais on a bien vu les limites de cette autorégulation. Et donc aujourd'hui, il faut inventer autre chose, un modèle de régulation qui par définition, j'en dirai un mot tout à l'heure, ne peut être que différent de celui qui est applicable aux médias traditionnels, parce qu'on est face à un phénomène de masse. Vous avez cité les 3 milliards d'abonnés au réseau Facebook et à ses différentes composantes, Instagram et autres. Donc il faut imaginer des process différents de régulation. Pardon, d'accord, pardon. Oui, c'est comme il y avait un bouton vert, j'appuie sur le bouton vert. Comme quand on est manipulé, c'est tout ce qu'on appelle le nudge en quelque sorte. Voilà. Donc, merci Madame la Présidente, merci au Conseil d'État et à l'Université Paris-Dauphine d'organiser ce colloque pluridisciplinaire et d'avoir invité la CNIL à s'exprimer. Avant peut-être d'abord d'essayer de dire quel est l'apport du droit à la protection des données, notamment pour lutter contre les manipulations, je souhaiterais peut-être revenir un tout petit peu sur les raisons pour lesquelles ces manipulations sont aujourd'hui possibles, parce qu'une bonne façon de les combattre, ou peut-être la meilleure, c'est d'être aussi conscient de ces manipulations. Et je vois 3 logiques à l'œuvre, notamment pour influencer les comportements individuels, même si j'ai bien noté, Madame la Présidente, que vous disiez qu'entre influence et manipulation, il y a naturellement une frontière qui est difficile à tracer. La première de cette logique que l'on connaît tous, c'est que l'on expose de façon démultipliée dans l'espace numérique nos données. On les éparpille tout à fait consciemment à travers les réseaux sociaux, parfois moins consciemment dans la foulée de nos comportements de consommation, de navigation, de mesures de performance. Je pense aux montres connectées qu'on peut porter, par exemple, pour faire du sport. Et de façon encore moins consciente, ces données génèrent des données inférées qui sont traitées par les opérateurs, qui sont déduites des données précédentes que je viens d'évoquer. Le deuxième phénomène, c'est que la technologie décloisonne les différents comportements de notre vie privée tout au long de la journée, ne serait-ce qu'à du fait de nos... Enfin, auparavant, ou quand on n'est pas dans l'espace numérique, nos déplacements, nos différentes positions géographiques, nos actes d'achat, par exemple, étaient isolés. Il y avait un flou, un halo protecteur, en quelque sorte, de la vie privée qui entourait tout ça. Maintenant, dans l'espace numérique, nos comportements sont chaînés. Ils sont décompartimentés à des fins de personnalisation de services ou de ciblage publicitaire, par exemple. On sait très concrètement, si vous avez votre téléphone portable sur vous, si vous êtes assis dans une voiture, si vous, en sortant de la voiture, on sait que vous sortez de la voiture et que vous n'êtes pas... Je vois certains professionnels dans la salle qui le savent très bien, on sait que vous n'êtes plus assis, que vous êtes debout, et naturellement, ça permet, quand vous allez être dans un centre commercial au 3e étage, au fond à droite, de vous pousser la promotion
de l'enseigne devant laquelle vous êtes, parce qu'on sait que vous vous intéressez aux chaussures de sport qui sont vendues dans cette enseigne. Donc ça, c'est peut-être le deuxième facteur. Le troisième facteur, ce qui contribue à influencer certainement les comportements, c'est la capacité technologique démultipliée d'exploitation de ces informations avec la massification des données, conjuguée à l'essor des techniques d'intelligence artificielle qui permettent un travail de combinaison, d'enrichissement de ces données qui, toutes seules, n'ont pas la valeur, évidemment, qu'on leur accorde sinon aujourd'hui. Et je ne dis pas ça pour le critiquer. Il y a d'importants bénéfices qui sont attirés naturellement de l'intelligence artificielle, dans le diagnostic médical, dans la prévention de catastrophes naturelles, dans la gestion même de crises sanitaires. Mais ces techniques comportent aussi des risques. Elles comportent des biais sur lesquels la CNIL a beaucoup travaillé, notamment en liaison aussi avec le défenseur des droits. Et même s'il y a naturellement des techniques pour protéger la vie privée, l'anonymisation des données, leur pseudonymisation ou d'autres, le fait qu'il y ait une intervention humaine dans ces processus, il faut être vigilant, mais je n'en dirai pas plus sur ce sujet puisque c'est l'objet d'une autre table ronde. Donc face à ces trois défis, la dissémination des données dans l'espace numérique, le chaînage de nos comportements et la capacité inédite d'exploitation de ces données, quels sont les moyens de protection ? Alors, le RGPD vise le Règlement général sur la protection des données, qui, comme chacun sait, est entré en vigueur en mai 2018, offre des outils de protection efficace face à ces menaces. Le principal objet du RGPD, c'est d'aider les individus à mieux contrôler leurs données en leur donnant de nouveaux droits. Je pense par exemple à un droit qui est encore un peu trop conceptuel d'ailleurs et sur lequel la CNIL va faire un colloque le 23 novembre, qui est le droit à la portabilité des données, le fait de pouvoir récupérer les données, ses propres données auprès d'un fournisseur de services, soit pour les garder, soit pour les transférer par exemple à un autre fournisseur. Mais fondamentalement, le RGPD il renforce deux exigences liées à un mot qui a été prononcé naturellement, qui est le consentement des individus au traitement de certaines données, puisque ce consentement constitue la base du traitement, de nombreux traitements de profilage à grande échelle, et puis également la transparence. Il impose des obligations de transparence à l'égard des personnes qui sont renforcées. Je donnerai juste quelques exemples que je ne développerai pas trop, mais peut-être plus tard dans la discussion, d'actions de la CNIL qui cherchent justement à renforcer le caractère libre du consentement et la transparence. Sont d'abord nos actions en matière de ciblage publicitaire ou d'acceptation des cookies ou des autres traceurs face à un profilage de plus en plus détaillé et opéré par un nombre très important d'acteurs. La CNIL a le 1er octobre publié des lignes directrices et des recommandations qui visent à garantir une véritable liberté de choix aux internautes en leur donnant davantage de contrôle sur leurs données. Il y a naturellement la question des plaintes. Vous, Madame la Présidente, vous évoquiez le caractère plus ou moins effectif de ces droits. Alors, ça serait difficile de répondre de façon précise à cette question, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une forte augmentation des plaintes à la CNIL. Aujourd'hui, en tout cas l'année dernière, nous avons enregistré plus de 14 000 plaintes, une augmentation de 30% par rapport à l'année précédente, qui elle-même était en augmentation de 27% par rapport à l'année précédente. Donc, en l'espace de 3 ans, on est passé de 8 000 plaintes à 14 000 plaintes. C'est un indice quand même de la sensibilité de ces sujets de protection de la vie privée pour le grand public. Et d'ailleurs, puisqu'on a la chance d'être avec le représentant d'une grande plateforme, je constate qu'il n'y a pas un produit qui est sorti, je caricature un peu, mais à peine, par les grandes plateformes, qui s'appelle pas privacy quelque chose, privacy box, privacy ceci, privacy cela. Donc c'est dire que ces sujets de protection de la vie privée, en tout cas, on voit que c'est un argument qui peut porter. Par ailleurs, le RGPD a permis aux autorités de régulation de l'ensemble de l'Union européenne de prononcer des sanctions qui sont beaucoup plus élevées potentiellement que celles qui existaient avant, puisqu'elles peuvent monter jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise.
Et précisément, en tout cas en janvier 2019, la CNIL a prononcé une sanction contre Google à hauteur de 50 millions d'euros. Précisément sur ces questions de transparence, ça a été évoqué par le vice-président du Conseil d'État dans son introduction. Et personnellement, je crois beaucoup, plus qu'au montant des amendes lui-même, d'une certaine façon, par rapport aux très grands acteurs. Je crois davantage évidemment, il y a un risque de réputation pour les acteurs, qu'ils soient grands ou petits, qu'ils prennent en compte, mais aussi à la capacité d'injonction, parce que ce qui compte, ce n'est pas simplement d'infliger une amende qui a, en proportion des bénéfices ou du chiffre d'affaires d'entreprises aussi importantes, est quand même tout à fait relative. En revanche, contraindre à la modification d'un certain nombre de business models, quand c'est justifié, ça peut avoir davantage de poids. Peut-être le deuxième élément sur les apports du droit à la protection des données dans la lutte contre les manipulations, c'est la question de l'encadrement des traitements de données sensibles. Massifs. Les données de santé ont été évoquées, naturellement. Je pense aussi aux données de caractère biométrique. En gros, le RGPD dit c'est interdit. Et puis, il y a des exceptions. Mais quand on nous dit mais vous avez des positions un peu moyenâgeuses, par exemple, sur la reconnaissance faciale, j'ai envie de dire, mais enfin, ce qui est curieux, c'est que c'est quand même le législateur européen et le législateur français qui, il y a 2 ans simplement, ce n'était pas le Moyen-Âge, ont décidé au contraire de renforcer les exigences en matière de protection des données biométriques, précisément parce qu'on voit à la fois, certes, toutes les potentialités que ces techniques peuvent apporter, mais également tous les risques qui sont induits par elles s'agissant d'une donnée intrinsèque à l'individu qui est son visage ou d'autres caractéristiques qui, si elle est compromise, peut quand même avoir des conséquences en matière de libertés individuelles extrêmement importantes. Et donc, à ce titre, il y a des obligations fortes de sécurité, des analyses d'impact pour les traitements à risque élevé. Je ne donnerai qu'un seul exemple, mais peut-être aura-t-on l'occasion d'y revenir. Notre homologue anglais, l'ICO, vient de prononcer, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça s'est fait dans le cadre de la coopération européenne. C'est la première très grosse sanction prise par l'ensemble, en quelque sorte, des autorités de protection des données, mais évidemment à l'initiative de l'ICO, en matière de sécurité des données, qui est une sanction de 20 millions de livres à l'encontre de British Airways, par rapport à des violations de données qui avaient affecté 400 000 personnes et qui avaient rendu accessibles les données bancaires de 200 000 personnes. Et ça, la sécurité, c'est un élément absolument clé de la protection des données, et ça permet de lutter contre le détournement, justement, des données personnelles. Alors, pour être quand même un peu balancé, j'en viendrai peut-être, et ça sera mon dernier point, aux limites du droit à la protection des données, parce qu'on ne peut pas non plus attendre du RGPD que ce soit un instrument miracle, si tant est qu'il y en ait un qui existe, pour relever tous les défis qui sont abordés dans cette table ronde. Je vois 3 limites qui peuvent être mentionnées, qui sont des forces aussi parfois. C'est-à-dire que la première, elle tient à la plasticité des règles établies par le RGPD. Un cadre juridique unique et horizontal qui a vocation à s'appliquer à l'ensemble des traitements de données mis en œuvre sur le territoire européen. Donc des principes très souples. On en a vu d'ailleurs l'intérêt, on en voit l'intérêt naturellement compte tenu de l'évolution si rapide des technologies. Il faut que le RGPD puisse s'appliquer à cette évolution incessante, et on en a vu concrètement l'intérêt aussi à l'occasion de la crise sanitaire. Le RGPD n'a pas empêché la mise en œuvre de traitements qui pouvaient être utiles à la gestion de la crise sanitaire, tout en permettant leur encadrement et la protection des droits. Donc c'est une approche casuistique, au cas par cas, des cas d'espèce, qui ne permet pas nécessairement d'affirmer des grands principes généraux, mais qui permet en tout cas une certaine souplesse. La deuxième limite, mais qui là aussi est une force du RGPD,
Et puisque ce colloque s'appelle gouvernance, je crois, et régulation des données, c'est la question de la gouvernance. C'est-à-dire que pour adresser les questions qui sont, les enjeux qui sont évoqués dans ce colloque, il faut le faire au bon niveau. Et le bon niveau, en tout cas pour nous, c'est quand même le niveau européen. Et de ce point de vue, pour avoir eu la chance d'être dans différentes autorités de régulation, c'est vrai que je n'ai jamais vu une coopération européenne aussi forte que celle qui existe maintenant, grâce au RGPD, entre les autorités de protection des données au sein d'un comité européen de la protection des données qui réunit toutes les CNIL européennes et qui permet non seulement d'harmoniser le droit en la matière, d'y contribuer par l'édiction de lignes directrices ou autres, mais aussi de traiter des cas transfrontaliers, des plaintes qui concernent les citoyens de différents États. J'ai cité l'amende de British Airways, de l'ICO, notre homologue anglais à l'encontre de British Airways, qui a été pris dans le cadre de cette coopération, mais ne serait-ce qu'en 2019, il y a eu 79 cas qui ont été traités de cette façon. La CNIL a été impliquée dans 50 de ceux-ci et on était l'autorité lead, entre guillemets, sur 10 d'entre eux. Mais en même temps, ce mode de gouvernance, c'est vrai qu'on peut être moins rapide à 27 ou qu'on peut l'être seul. Et par ailleurs, il y a des traditions juridiques qui sont différentes, notamment entre nos pays latins et les pays anglo-saxons. Et c'est en tout cas l'intérêt de ce type de régulation d'essayer de les combiner. Enfin, le troisième point, ou la troisième limite peut-être du droit à la protection des données pour lutter contre les manipulations, c'est que il faut, en tout cas, on a parlé de l'exemple de Cambridge Analytica. Certes, il y avait une question de traitement de données personnelles qui était à la base des dérives qui ont été constatées, mais ça a été dit aussi des fake news qui ont été déversées. Donc cela montre bien, et la présence de Roch-Olivier Mestre aussi aujourd'hui, que tout ça ne peut se résoudre, ou en tout cas essayer de le résoudre, que dans le cadre d'une interrégulation. C'est ce que nous faisons beaucoup. Entre le CSA naturellement et la CNIL, entre la CNIL et l'autorité de la concurrence, dont les questions maintenant de protection des données ont des effets concurrentiels, ça a été dit aussi par le président de l'Université Dauphine, qui sont importants, et d'autres naturellement régulateurs. En tout cas, la clé, je pense, c'est la convergence des régulations plutôt que le suivi de sillons régulatoires qui s'ignorent. Voilà très brièvement, ou peut-être trop longuement déjà, Madame la Présidente, comment la CNIL, en tout cas, conçoit de contribuer à la lutte contre ces manipulations. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement clair, qui à la fois est réaliste, qui à la fois donne confiance, puisque au fond, il y a un certain nombre d'outils que la CNIL a mis en œuvre qui permettent de progresser dans la protection, mais en même temps avec les limites que vous avez donc indiquées sur la capacité de ces seuls outils à évidemment régler toutes les questions de manipulation des données qui peuvent se présenter. Moi, j'avais une première question sur les plaintes dont vous avez dit qu'elles avaient très nettement augmenté. Sur quoi portent-elles en général ? Y a-t-il des questions de protection qui sont davantage mises en avant par les internautes que d'autres ? Lesquelles ? Est-ce que sur ce sujet, vous pouvez nous donner des éclairages ? Oui, il y a en tout cas déjà deux grandes catégories de plaintes qui concernent peut-être chacune au moins 15% des plaintes qu'on reçoit. C'est d'abord la partie marketing, prospection commerciale, abusive, comme on peut s'y attendre. Et il y a une deuxième partie qui est peut-être un peu plus récente, mais qui n'est pas uniquement liée à la crise, qui est tout ce qui concerne la surveillance au travail, en fait. La vidéosurveillance, par exemple, dans les entreprises. Naturellement, aujourd'hui, avec le développement du télétravail, et la CNIL a mis sur son site, pendant le confinement, un certain nombre de conseils à l'égard des employeurs, notamment le fait de
c'est vrai qu'on peut être très intrusif pour savoir si les salariés sont connectés. Dans un autre genre qui nous éloigne du monde du travail, la CNIL a dû intervenir aussi au moment, par exemple, de la surveillance en ligne des examens de fin d'année, qui, pour les universitaires qui sont présents, c'est certainement quelque chose de parlant, même si on peut tout à fait comprendre la nécessité de ces dispositifs. J'ai en tête certains dispositifs qui obligeaient l'étudiant à montrer avec son ordinateur et sa caméra la pièce dans laquelle il composait, en quelque sorte, avec l'école concernée qui pouvait prendre la main sur l'ordinateur pour s'assurer qu'il n'allait pas consulter Internet pour avoir des réponses. Et j'en parlais incidemment avec le responsable d'une grande école qui me disait finalement la seule solution, c'est de mettre c'est de poser des sujets qui incitent à la réflexion. Et donc ça c'est peut-être le bon côté de l'évolution. Mais voilà principalement les deux grands types de plaintes. Et puis après, nous avons des plaintes secteur par secteur. Mais les gens sont plus sensibles à leurs droits, le fait de pouvoir avoir accès à leurs données, de pouvoir demander à les faire rectifier notamment, ou le droit au déréférencement qu'évoquait le vice-président dans son introduction. Il y a comme leur avant, merci beaucoup. On va peut-être maintenant passer la parole au président du supérieur de l'audiovisuel, à deux titres, sur les questions de régulation de tout ce qui est la lutte contre la manipulation des informations et ce qui est aussi ce qui reste de la lutte contre les contenus haineux. À ce titre, va intervenir. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup aux organisateurs de ce colloque. Monsieur le Vice-président, de nous accueillir dans cette superbe enceinte. Et je salue le président de la chaire Gouvernance et Régulation de Dauphine, à laquelle le CSA participe depuis de nombreuses années. Alors mon point de vue sera naturellement un peu différent de celui que vient de présenter Marie-Laure Denis. C'est le point de vue d'un régulateur sectoriel. C'est un régulateur qui est en grande transformation. Comme vous le savez, il régule les médias audiovisuels traditionnels, donc la radio, la télévision, les services de médias audiovisuels à la demande, mais ses compétences s'élargissent progressivement à de nouveaux acteurs, en particulier les plateformes de contenu et les réseaux sociaux. Et donc notre point de vue n'est pas seulement celui de la protection des données qui nous rassemble ce matin, mais c'est aussi celui de l'accès à la donnée, qui est une condition essentielle pour avoir une régulation efficace dans ce nouvel univers. Donc j'évoquerai peut-être d'abord l'approche qui est la nôtre sur cette question de la protection des données, et puis j'évoquerai les outils de lutte qui sont entre nos mains ou qui pourraient l'être prochainement. Sur les données, vu de notre point de vue, on a une position d'une certaine façon ambivalente, puisque notre mission traditionnelle est celle de la protection des publics. Donc on est de ce point de vue-là, et on dialogue souvent avec la CNIL sur la même position que la CNIL. C'est une mission traditionnelle du régulateur, notamment de protéger les jeunes publics. Mais en même temps, on voit bien que l'utilisation des données représente une opportunité croissante pour le modèle économique des médias audiovisuels, qui sont appelés à se transformer sous l'effet de la transition numérique. Les données, on l'a évoqué depuis le début de cette table ronde, sont en quelque sorte le carburant de l'économie numérique, et les médias audiovisuels sont bien évidemment directement intéressés. Alors, on en a une illustration très, très bonne, je dirais un peu emblématique, avec la publicité ciblée, ou les publicités segmentées à la télévision, qui vient d'être facilitée par un tout récent décret du 5 août 2020, face à un marché publicitaire pour les médias traditionnels qui est très incertain, plutôt atone, voire en contraction. C'est une ressource qui peut permettre aux chaînes de revisiter leur modèle publicitaire, de repenser leur modèle en offrant aux auditeurs, en offrant, si j'ose dire, une plus grande affinité de la publicité à son auditoire. Et surtout, c'est un dispositif qui peut permettre à ces acteurs de lever des asymétries concurrentielles très fortes, puisque les régies publicitaires de ces médias
seront en situation d'offrir aux annonceurs ce que seule la publicité digitale permettait à ce jour. C'est des ressources qui ne sont pas considérables, mais qui ne sont pas marginales à l'échelle de ces médias, puisque les estimations tournent autour d'un gain potentiel de l'ordre de 200 millions d'euros pour ces chaînes de télévision. Alors bien évidemment, la publicité segmentée, ça suppose d'avoir accès aux données, à la taille, à l'adresse, à la composition sociodémographique du foyer, à l'historique de consommation, à le faire dans le cadre du RGPD que Marie-Laure a évoqué tout à l'heure. Et donc, la difficulté, c'était de trouver un équilibre entre ces deux impératifs contradictoires, une forte demande des médias audiovisuels d'avoir accès à cette opportunité économique nouvelle, et en même temps d'assurer une protection des données. Et c'est ce que le décret du 5 août a essayé de faire en fixant une limite horaire, donc pas plus de 2 minutes par heure de publicité segmentée possible, une obligation d'identification du message, donc qui sera identifié sur les écrans de télévision, et une interdiction autour des programmes pour enfants, donc des précautions et des protections spécifiques. Mon second point, c'est effectivement en complément de ce que Marie-Laure a dit sur le RGPD, c'est d'imaginer effectivement d'autres dispositifs de régulation, des dispositifs sectoriels pour lutter contre les diverses manipulations touchant les données. Alors, on en a une première illustration effectivement avec les manipulations de l'information qui peuvent conduire, on le sait, les États-Unis nous en donnent une belle illustration en ce moment, à des manipulations électorales, parce que les contenus présents sur les plateformes de contenu, les réseaux sociaux, peuvent être l'instrument de ces manipulations. Donc la France a fait une tentative de réglementation de ce risque avec la loi du 22 décembre 2018 qui dessine un peu un nouveau modèle de régulation, j'y faisais allusion tout à l'heure, puisque c'est une loi qui met à la charge des opérateurs un devoir de coopération avec le régulateur, en l'occurrence le CSA, qui a pour mission de superviser des obligations de moyens mises en œuvre ou imposées à ces plateformes, et le régulateur doit en rendre compte donc, par un rapport public. Donc c'est une approche un peu différente. La régulation traditionnelle que nous mettons en œuvre nous permet de contrôler les contenus de façon directe. Quand M. Zemmour dérape sur une chaîne de télévision, le CSA est saisi et met en œuvre les dispositifs que la loi a prévus pour contrôler ces dispositifs. Mais on voit bien qu'avec des plateformes qui brassent des milliards d'informations et de données, on ne peut plus avoir cette approche contenu par contenu. Et donc il faut imaginer un dispositif qui impose aux acteurs eux-mêmes une logique de responsabilisation, une logique d'obligation de moyens, avec un régulateur qui vient superviser la mise en œuvre effective par ces acteurs de ces obligations. Donc c'est ce qu'a fait la loi du 22 décembre. C'est une première tentative. Elle nous donne un pouvoir de recommandation. Donc on a mis en œuvre à la veille des élections européennes l'année dernière, donc le 15 mai 2019, dans lequel on invitait les opérateurs notamment à assurer aux utilisateurs la traçabilité des données exploitées à des fins de recommandation et d'hiérarchisation des contenus. On en a fait un premier bilan tout récemment, donc vous le trouverez sur le site du CSA, puisqu'il est tout à fait accessible, qui montre que les plateformes se sont mises en mouvement. On l'a bien vu d'ailleurs pendant la crise sanitaire. Antoine Battesti pourra peut-être en parler. Il y a eu de nombreuses initiatives qui ont été prises par les plateformes elles-mêmes pour lutter contre la manipulation de l'information, qui est très forte en matière de santé. C'est l'un des premiers thèmes de manipulation de l'information. Mais on voit en même temps que sur les sujets de transparence de l'information, de transparence des algorithmes, il y a encore des efforts importants à faire. Alors une deuxième tentative, Sylvie Hubac l'a évoqué, a été entreprise avec la loi Avia sur les contenus haineux sur Internet. C'était l'idée d'imposer à ces acteurs une obligation de retrait des contenus haineux dans un délai de 24 heures sous peine de sanctions. Donc c'était un peu la disposition phare de ce texte de loi. Il y avait une deuxième partie dans ce texte de loi qui était plus inspirée, je dirais, du modèle Infox, qui était d'imposer là aussi aux plateformes des obligations de moyens avec
un CSA en mission de superviseur. Et puis en même temps, c'est un texte qui prévoyait donc la création d'un observatoire de la haine en ligne, associant l'ensemble des acteurs concernés par cette question. Cette tentative a rencontré un échec sévère au Conseil constitutionnel, puisque la loi a été invalidée pratiquement en totalité. Il ne reste qu'un élément qui est l'observatoire de la haine en ligne, qui échoua au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc nous l'avons installé tout récemment. C'est un observatoire qui associe l'ensemble des opérateurs, les associations qui luttent sur ces questions, et puis les pouvoirs publics. Donc on va voir ce qu'il va donner. Sa mission est une mission principalement d'observation, mais on va essayer d'en tirer le plus large parti pour essayer d'être actif sur ces sujets. La question maintenant, c'est celle des nouvelles initiatives qui vont être prises pour traiter ce sujet. Alors, je pense que la bonne réponse, je partage de ce point de vue-là tout à fait l'analyse de Marie-Laure Denis, c'est la réponse européenne, qui est le bon niveau pour traiter de ces questions de manipulation de l'information, de lutte contre les contenus haineux sur Internet, de protection des publics. Donc c'est tout l'objet du DSA, le Digital Services Act, qui est en cours d'élaboration, dont Thierry Breton a parlé effectivement hier dans une interview au Monde. On devrait avoir une copie de la Commission le 2 décembre prochain. C'est incontestablement le bon niveau, parce que la multiplication des législations nationales à l'égard de ces acteurs qui ne sont pas implantés sur nos territoires n'est à l'évidence pas la réponse. La loi allemande dont s'est inspirée Laetitia Avia pour son texte de loi, la loi allemande qui date de 2018, n'a pas fait la preuve d'une efficacité définitive. Ça se saurait sur la lutte contre les contenus haineux. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir une norme européenne, de laisser aux régulateurs nationaux, en raison de leur proximité avec les acteurs, de s'assurer de la mise en œuvre de ces dispositions, et d'avoir entre les deux, nous appartenons, nous, à un groupe des régulateurs européens qui s'appelle l'ERGA, donc d'avoir un ERGA renforcé, plus structuré, pour assurer la bonne coordination de la mise en œuvre de la régulation au niveau des plateformes. Donc c'est incontestablement la bonne orientation, d'inventer un nouveau modèle de régulation propre au continent européen, qui ne soit pas le modèle statocentré à la chinoise, avec ses spécificités qui ne correspondent pas à nos valeurs, ni le modèle libéral américain tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais un modèle équilibré, respectueux de la liberté d'expression et des valeurs fondamentales du continent, et en même temps soucieux de protéger les publics. On ne peut pas exclure que le Parlement français, compte tenu de l'actualité toute récente, veuille néanmoins se ressaisir du sujet. Pour nous, je l'ai évoqué, l'enjeu, c'est sûrement de ne pas être attiré dans le contrôle des contenus eux-mêmes. Je crois que ce serait totalement vain d'imaginer qu'un régulateur, quelles que soient ses ressources, puisse contrôler ces contenus les uns après les autres, mais de rester, comme je l'ai dit, dans une logique d'obligation de moyens imposés aux plateformes et une mission de supervision du respect de ces obligations. 3 remarques peut-être pour conclure, un peu dans le même esprit que la conclusion de Marie-Laure Denis. D'abord, cette mutation que j'évoque suppose également une évolution des compétences des régulateurs. Il faut gagner de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs pour avoir un dialogue équilibré avec les plateformes, donc avoir de nouveaux profils, des data scientists, des personnes qui sont capables de comprendre le fonctionnement des algorithmes pour pouvoir exercer pleinement notre mission de régulation. Ça suppose également, Marie-Laure l'a évoqué, un très grand renfort de l'interrégulation, parce que nous croisons en réalité très souvent les mêmes acteurs. Donc, ceux qui nous suivent ont vu que nous avons signé une convention avec l'ARCEP cette année et mis en place un pôle commun entre l'ARCEP et nous. Nous dialoguons très fréquemment avec la CNIL ou l'autorité de la concurrence. Et puis, également, ça suppose un dialogue renforcé avec le monde académique. Pour la loi Infox, on s'est doté d'un comité d'experts qui associe de nombreux partenaires. Dans l'observatoire de la haine en ligne, on a effectivement aussi un certain nombre d'experts pour être en dialogue avec la société civile et s'appuyer sur l'expertise du monde académique.
Donc c'est un nouveau schéma de régulation, en réalité, qui est en train de naître petit à petit sous l'effet de ces nouveaux textes. Je profite du fait que M. Battesti est encore avec nous pour quelques minutes pour rebondir sur ce qu'a évoqué le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les questions des manipulations de l'information pendant la crise sanitaire et sur ce qu'a fait la plateforme pour tenter d'éviter ou en tout cas de contrecarrer ces manipulations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. En tout cas, ça a passé par deux choses, hein, le retrait de contenu pouvant mettre en danger les populations, et deux, le soutien aux autorités publiques quand il s'agit évidemment de diffuser très massivement l'information sérieuse et crédible. Alors, sur le premier point, il y a des règles extrêmement strictes qui nous autorisent à retirer des faux traitements, par exemple, ou des traitements qui ne seraient pas invalidés officiellement par les autorités compétentes. Alors, ça concerne aussi bien des choses qui sont a priori délirantes, comme avaler de l'eau de Javel pour se soigner ou se prévenir du coronavirus, mais aussi des traitements qui n'ont pas encore démontré leur efficacité d'après les autorités compétentes. Nous retirons aussi tout type de contenu qui vise à minimiser l'importance de la maladie. Donald Trump en a fait les frais, puisqu'il semblait dire que ce n'était pas plus grave qu'une grippe. On le retire. On retire aussi tout type de contenu qui visera à créer de la panique, du type ce qu'on a connu au début de la crise, tel supermarché est vide, précipitez-vous, enfin, voilà, ce genre de choses qui peuvent évidemment blesser les personnes. Donc voilà, on a un arsenal en matière de retrait qui est important. Et je l'ai dit, ça s'applique aussi bien l'utilisateur lambda qu'aux chefs d'État et de gouvernement quand ils essayent de les franchir. Donc Bolsonaro, président aussi, fait les frais. L'autre point, évidemment, ce n'est pas que le retrait de contenu, ça a été travaillé avec le service d'information du gouvernement pour une diffusion la plus massive possible des messages de prévention. Ce que je viens de dire, les gestes barrières, porter un masque, voilà. Donc au fur et à mesure, on a construit avec eux ces types de campagnes avec des soutiens techniques, financiers, qui évidemment, en fonction de la situation, étaient nécessaires. Et c'est un travail qui continue aujourd'hui. Voilà, donc en tout cas, on est pleinement disponible pour ça. Et effectivement, c'est un bon modèle de collaboration avec l'État sur des sujets extrêmement critiques pour nos concitoyens. Et pour le repérage de ces contenus, vous opérez comment ? Alors, il y a deux types d'actions, soit des filtres automatiques sur la base de mots-clés, et aussi des signalements qui viennent des utilisateurs ou des autorités compétentes, parce que la DGCCRF a un accès H24 à nos équipes de modération. Alors, leur rôle est plutôt d'aller chercher par exemple, plusieurs trafics de masques ou ventes de masques ont été signalés par la DGCCRF. Voilà, donc les informations nous parviennent par divers moyens, ce qui nous permet de resserrer le plus possible les mailles du filet. Alors, c'est toujours pareil, des choses nous ont échappé, elles nous en échapperont encore. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est avoir un filet le plus restreint possible. Et avec le machine learning, on peut aussi apprendre certaines choses. Donc voilà, c'est pareil, c'est un travail empirique, itératif, mais sur lequel on est pleinement mobilisé. Je voulais juste indiquer que le Conseil d'État avait examiné la proposition de loi Avia, puisque Mme Avia avait demandé donc l'avis du Conseil d'État, et qu'une des conclusions à laquelle on était parvenu, c'était qu'effectivement, le seul bon niveau, c'était bien le niveau européen, ne serait-ce que parce que la directive e-commerce constitue un obstacle pour opérer comme la loi opérait, et puis parce qu'en plus, la question aussi de l'imposition d'obligations à des plateformes dans le pays de réception et pas dans le pays d'émission était aussi une deuxième difficulté. Je ne sais pas d'ailleurs quel va être le choix qui va être fait dans le DSA sur cette question, mais c'est évidemment aussi un point clé. Mais si, cela étant, une coopération entre les différentes autorités de régulation est mise en place, à l'instar de ce qui existe dans le domaine de la protection des données personnelles, cette question pays de destination, pays d'émission est peut-être un peu moins cruciale, si je puis dire. Oui. Oui, non, je partage tout à fait cette observation. E-commerce, ça remonte aux années 2000. Aux années 2000, beaucoup des acteurs dont nous parlons aujourd'hui n'existaient pas.
Donc à l'époque, la problématique était essentiellement une problématique de nature économique et concurrentielle, hein, dans le cadre du marché unique. Aujourd'hui, la problématique a complètement changé du fait de la multiplication de ces acteurs, de leur taille, et puis de cette aspiration à une protection des publics qui s'exprime aujourd'hui très, très fortement. Donc le DSA est vraiment une chance historique. C'est un texte qui comporte en principe deux volets, un volet économique et concurrentiel d'un côté, qui est peut-être le moins avancé aujourd'hui, d'après ce qu'on voit, un volet Vestager, si je puis résumer, et puis un volet régulation des contenus, qui lui est beaucoup plus avancé, sur lequel nous-mêmes on a apporté notre contribution. Le réseau des régulateurs européens a apporté une forte contribution. On a eu l'occasion d'échanger avec le commissaire Breton il y a peu de temps sur ce sujet. Et donc ce texte, comme je le disais, devrait être connu le 2 décembre. Notre vision, c'est qu'il faut qu'il soit le plus large possible, qu'on ne soit pas que sur les contenus illicites en tant que tels, mais qu'on soit aussi sur les zones grises. Et voilà, je pense que c'est effectivement une chance pour le continent européen, une fois encore, d'inventer un nouveau modèle de régulation. Et probablement, pour répondre à l'observation de la présidente Hubach, on restera quand même sur une approche pays d'implantation plutôt que pays de destination. C'est quand même une caractéristique très forte au sein de l'Union aujourd'hui, même si, comme je le disais, la charge de la mise en œuvre devrait incomber, le commissaire Breton l'a redit hier dans son interview, aux régulateurs nationaux, les régulateurs nationaux coordonnés, parce qu'imaginez aujourd'hui un régulateur pan-européen est un peu une vue d'esprit. Ça a été évoqué par quelques parlementaires européens, mais l'état de l'Union est tel qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui un grand régulateur pan-européen sur ces sujets. Je vais me tourner maintenant vers monsieur. Devrait davantage, lui, donc, nous parler des questions de manipulation électorale ou à des fins électorales, à des fins politiques. Monsieur Vedel. Merci beaucoup et merci pour cette invitation à échanger quelques réflexions avec vous sur... alors, je ne suis pas sûr que je vais parler de manipulation de données à des fins électorales, puisque l'idée de manipulation implique l'idée qu'on va agir sur quelqu'un par des moyens détournés pour contraindre ou conduire cette personne à faire quelque chose de précis. Et ce que je vais montrer, c'est que c'est relativement difficile dans le domaine politique et dans le domaine électoral. Pour introduire mon propos, d'abord, il me faut rappeler 2 ou 3 choses sur le but, la finalité des campagnes électorales. Dans la plupart des pays démocratiques, une campagne électorale sert avant tout et d'abord à mobiliser les soutiens traditionnels ou potentiels qu'un candidat peut avoir. Il ne s'agit pas véritablement de convaincre. La persuasion se fait sur un temps beaucoup plus long qu'une campagne électorale. Et donc, le but premier, c'est véritablement réussir à ce que les électeurs qui sont susceptibles de voter pour nous aillent aux urnes. Et dans toutes les études qu'on peut faire, on s'aperçoit que les transferts entre des camps adverses sont très rares et très, très faibles, et que les changements d'intention de vote au cours de la campagne se font principalement, comme je l'ai dit, entre l'abstention et le vote effectif, ou l'inverse, et puis éventuellement, de façon un petit peu secondaire, entre des candidats voisins dans un même camp. Donc, toute la stratégie, ça va être évidemment d'identifier, de repérer ces électeurs qui sont soit des électeurs traditionnels, soit des électeurs potentiels. Alors, évidemment, les choses vont dépendre énormément du contexte réglementaire et suivant les pays, on n'aura pas du tout les mêmes possibilités. Et en gros, je ferai une distinction un petit peu grossière, mais il faut véritablement distinguer des pays de tradition anglo-saxonne, au premier rang desquels le Royaume-Uni et ensuite les États-Unis, et puis des pays comme la France qui sont
beaucoup plus protecteur à l'égard des données personnelles et de leur utilisation en matière électorale. Alors, je crois qu'il faut citer ici tout particulièrement le cas anglais, où il y a une possibilité pour les candidats de connaître très précisément les électeurs qui les soutiennent, mais de les connaître en les identifiant par leur nom, leur adresse, leur numéro d'électeur. C'est une pratique très ancienne en Grande-Bretagne, où avant les élections, durant la période de campagne, et même parfois plusieurs années auparavant, on va directement chez les électeurs. C'est une pratique qu'on appelle le canvassing, le porte-à-porte, si vous voulez. Donc, on va taper à la porte et on va discuter avec chacun des électeurs pour savoir ce qu'ils pensent, s'ils sont plutôt favorables à votre parti, au contraire des adversaires, et on prend des notes. On peut collecter autant d'informations qu'on le souhaite à partir du moment, évidemment, où la personne vous les donne. Et ensuite, ce n'est pas fini. Donc, on tient des listes. Moi, j'ai vu plusieurs membres du Parlement britannique qui vous montrent sur leur ordinateur, ils ont les noms de leurs électeurs, leurs tendances politiques, leur numéro de téléphone et d'autres indications personnelles sur leur famille, éventuellement des fêtes ou des événements particuliers à souhaiter. Enfin, toutes les informations qu'on souhaite collecter à partir du moment où on vous les a données, bien évidemment. Et le jour de l'élection, devant chaque bureau de vote, vous avez les représentants, généralement les deux grands partis, voire les trois partis, qui sont présents, bien identifiés, et qui demandent à chaque électeur qui se rend au bureau de vote son numéro d'électeur, puisque chaque électeur est identifié. Et donc ça permet ensuite, en vérifiant avec ses propres listes, de vérifier si vos soutiens sont allés voter ou pas. Et au cours de la journée, on ajuste. Si on s'aperçoit que les supporters de son candidat ne sont pas allés voter, on les appelle au téléphone, on les accompagne jusqu'au bureau de vote. Donc là, on a un cas d'identification personnelle des soutiens. Mais dans la majorité des cas, et en France en particulier, c'est beaucoup plus difficile, puisqu'en France, on n'a pas le droit, comme vous le savez, de faire des listes avec d'un côté des noms et de l'autre côté des préférences politiques. Tout cela est évidemment protégé par la loi informatique et liberté. Donc la façon de procéder dans ce cas-là, c'est de faire du profilage. C'est-à-dire on ne va pas identifier individuellement des catégories, des électeurs qui peuvent nous soutenir, on va plutôt définir des catégories d'électeurs susceptibles de voter pour nous, avec de grandes chances, donc une grande probabilité de vote pour le tel ou tel candidat. Alors, traditionnellement, il y a deux façons de procéder. En France, la science politique française est assez célèbre, et la sociologie électorale française est assez célèbre pour son approche de géographie électorale. Donc vous avez tous vu, j'imagine, ou aperçu en tout cas ces magnifiques cartes électorales qu'on fait depuis très très longtemps à Sciences Po, où on met en relation des votes pour tel ou tel parti politique ou pour tel candidat et des territoires. Et en France, on a la chance de pouvoir descendre à un niveau très très fin. Nous avons à peu près 64 000 bureaux de vote, mais même si on est au niveau du canton, on arrive à percevoir des logiques territoriales et là, le poids du contexte local dans le vote. Donc c'est une première façon de faire. Et puis, depuis les années 1960, on procède par des enquêtes de sondage qui nous permettent de faire des relations entre des votes ou des intentions de vote, en tout cas, des caractéristiques sociodémographiques, des valeurs, des croyances, des préférences, des attitudes relatives aux attitudes politiques. Alors évidemment, la grande révolution depuis quelques années avec le numérique, c'est qu'on peut engranger encore plus de données et notamment déjà faire fusionner ces deux traditions, la sociologie électorale à base d'enquête par sondage et la géographie électorale, puisque aujourd'hui on peut géolocaliser les électeurs ou on peut croiser des données qu'on a par enquête, par sondage, avec par exemple des données de l'INSEE. Il suffit de demander aux répondants leur code postal. Et là, on peut construire des modèles de plus en plus précis. Et dans certains pays, depuis relativement longtemps, on s'aperçoit qu'on peut faire des modèles prédictifs qui sont à la fois
de plus en plus précis et surtout qui intègrent des variables auxquelles on n'aurait pas pensé. Et je vais vous citer quelques-uns des modèles qui ont été utilisés. Par exemple, en 2004, lors de la campagne de Bush, donc il y avait un modèle qui avait été fait par un conseiller en communication qui s'appelait Karl Rove, qui était le conseiller en communication de Bush. Et il travaillait à partir de 30 grandes catégories de supporters. Pour vous donner juste 2 exemples, il y avait notamment une catégorie qu'ils avaient ciblée, les vétérans de guerres diverses, fans de NASCAR. C'est une course automobile particulière. Voilà, donc ça, c'était une cible. Donc, grande probabilité de vote républicain et pour Bush. Donc, il fallait toucher ces électeurs. Vous aviez ensuite les mamans habitant en banlieue et soutenant le 2e amendement. Mais Obama faisait pareil. Il utilisait une base de données qui s'appelait Catalyst, qui croisait énormément de données comportementales. Et par exemple, ils avaient identifié parmi à peu près 60 catégories, il y avait notamment les millennials, donc, qui avaient une dette pour leurs études à l'université. Donc, catégorie très susceptible, autre probabilité de vote pour Obama. Donc, une fois qu'on a fait du profilage, il faut évidemment toucher les électeurs qu'on a profilés, c'est-à-dire les catégories qui sont susceptibles de soutenir. Et c'est là qu'interviennent les plateformes. Donc, M. Battesti a très bien décrit le métier qu'il faisait et il nous a très bien expliqué qu'il ne vendait pas directement des données, mais l'accès à des catégories de public. C'est en gros ce qui fait. C'est un commerce tout à fait légitime. Alors parfois, ce commerce est un peu perturbé parce que dans l'affaire Cambridge Analytica, nous avions à la fois la construction d'un profil qui, en l'occurrence, était basé sur des variables psychologiques, mais aussi Cambridge Analytica disait « mais je vais vous donner l'accès aussi à ces personnes qui correspondent au profil », alors que notamment, il n'avait pas des données identifiantes de personnes. Certes, Cambridge Analytica pouvait construire des profils des lecteurs, mais il était surprenant qu'il ait un accès à ces catégories d'électeurs. Alors pour moi, donc, ce commerce est tout à fait légitime. Néanmoins, se pose quand même un certain nombre de questions, c'est-à-dire c'est des questions très traditionnelles que je vais poser, je vous prie de m'en excuser, mais dans quelle mesure une plateforme en situation de position dominante, voire parfois de monopole, peut s'arroger le droit de définir ses propres règles. Par exemple, quand Facebook dit « on interdit la publicité politique », de quel droit, si les autorités publiques le décident, dans un cadre législatif, je vais bien l'admettre. Je ne suis pas du tout partisan, notamment à la télévision, de l'introduction de la publicité politique. Mais je ne vois pas pourquoi un opérateur privé aurait le droit de définir ses propres règles. De la même façon, quand ils font la chasse aux fake news, donc ils imposent un certain nombre de règles, de normes, qui ne sont pas forcément les normes que nous avons en Europe. Et là encore, on peut se poser la question. Et là, on touche, je crois, une vieille question pour tous les spécialistes de la régulation dans le secteur de la communication. On touche à la nature ambivalente des plateformes qui sont à la fois, vous savez, en anglais, on dit plutôt que réseaux sociaux, en français, on dit réseaux sociaux, mais en anglais, on dit plutôt social media. Et je crois qu'on touche là. C'est à la fois des réseaux, au sens réseau de télécommunication, qui mettent des individus en communication, en contact les uns avec les autres, et à la fois des médias. Et comme vous savez, la tradition en termes de régulation de ces deux catégories est très différente. Les médias, on a tendance à les réguler, parce qu'ils organisent de l'information, ils proposent des contenus, ils ont des stratégies et des politiques éditoriales, donc on a tendance à les réguler, à les encadrer par des règles. Au contraire, les opérateurs de télécommunications, on considère qu'ils doivent être neutres, le principe de neutralité, et qu'ils ne doivent pas intervenir dans le contenu. Bien, donc je vais quasiment m'arrêter là. Juste une petite conclusion. Le fait de vouloir toucher telle ou telle catégorie d'électeurs, et pour cela de faire des traitements de données de plus en plus sophistiqués, ne signifie pas que le fait d'exposer ces catégories d'électeurs à un message aux données va évidemment les influencer dans leur vote. Alors ça, c'est tout le mystère évidemment de l'alchimie électorale, de la prise de décision. Malgré tout, et
tout ce qu'on peut faire comme étude sur les pratiques informationnelles des électeurs montre que très souvent, dans l'ensemble, ce n'est pas parce que nous voyons quelque chose que nous allons avoir telle ou telle opinion politique, ce n'est pas parce que nous voyons quelque chose que nous le croyons, mais c'est plutôt l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que nos attitudes politiques préalables, nos croyances politiques, nos préférences structurent et filtrent énormément notre regard sur l'environnement informationnel qui nous entoure. Et dans la plupart des cas, c'est nous ne voyons que ce que nous croyons. Merci. Sont très intéressantes. Je vais juste rebondir sur deux choses. Je crois que dans Cambridge Analytica, la particularité, c'est que c'était en réalité une application qui avait été imposée, enfin qui était mise en œuvre sur Facebook par un tiers à la plateforme, hein, qui avait récupéré un certain nombre et qui, par l'intermédiaire d'un quiz qui posait des questions, avait récupéré un certain nombre de réponses et probablement aussi pu identifier la provenance des comptes. Donc, effectivement, avoir pu construire un modèle assez complet, à la fois de profils psychologiques influençables et de données qui permettaient d'identifier les électeurs eux-mêmes pour leur envoyer ensuite les messages. Ensuite, sur ce que vous dites sur l'autorégulation des plateformes, personnellement, moi, je vous rejoins complètement, car en réalité, aujourd'hui, elles se comportent comme des États. Elles définissent les règles d'accès à la communauté, elles définissent les règles de fonctionnement à l'intérieur de la communauté et elles définissent la police de la communauté. Donc c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans un système. Alors peut-être faut-il d'une certaine manière dire qu'il y a du plus parce que l'autorégulation, cette autorégulation, et c'est bien ce que disait quand même M. Battesti, c'est quand même un phénomène nouveau, et le président du CSA le confirmait. Mais il est certain qu'on voit bien que là, il y a un très gros sujet potentiel d'évolution, effectivement, plutôt vers une régulation par des autorités publiques d'un minimum de règles de fonctionnement de ces plateformes pour sortir d'un système où, effectivement, elles sont souvent seules maîtres à bord. Alors, on arrive à... Je vois qu'il est 11h20, donc on a 10 minutes. Je me tourne vers la salle pour savoir s'il y a des questions. Et puis, je crois qu'il y avait aussi des questions ensuite éventuellement posées par des internautes. Donc, une question, madame, oui ? Okay. En fin de compte, j'entendais la personne de Facebook, hein, donc le modèle économique de Facebook, hein, c'est quand même d'augmenter et de maintenir un nombre d'utilisateurs et de les rendre captifs. Et ils sont plutôt assez forts hein, en termes d'algorithmie. Ils ont des systèmes assez ingénieux, effectivement, pour rendre ces personnes captives. Le cloisonnement est dans des centres d'intérêt fait qu'effectivement, les personnes vont se rassembler, vont être communiquer entre eux, vont continuer à travailler ces sujets-là. Donc là, ça va permettre la classification. Vous parliez de social media, donc ça va permettre d'obtenir des données qui vont permettre l'ultra-personnalisation. C'est ce qu'on recherche effectivement dans le futur pour effectivement offrir des publicités extrêmement ciblées. Donc là, on parle de manipulation individuelle, mais qui vont avoir un impact aussi sur les risques mentaux et physiques de la personne. Donc là, je pense que le système à mettre en œuvre, c'est aussi d'éduquer. On parle de culture de la data, donc d'expliquer aux personnes qu'effectivement, ça peut être risqué pour l'état physique et mental, de décloisonner, d'avoir un esprit critique. Hein. Donc les derniers événements nous ont montré qu'effectivement, de cloisonner, ça pouvait être dangereux. Et aussi d'être moins intrusif. Donc c'est sûr qu'avec leur système, les personnes restent bloquées sur leurs écrans. Et donc, donc on parle de manipulation individuelle, on parle effectivement de manipulation de publicité, mais là, effectivement, on oublie un petit peu le côté mental, physique et de ce que nous promet l'avenir sur effectivement des personnes qui vont avoir moins d'esprit critique, qui vont être plus cloisonnées, qui ne vont plus bouger de chez eux. Et le Covid, je pense, a aussi augmenté ce principe et il va même l'accélérer. Donc voilà, donc je voulais avoir aussi votre point de vue sur le fait que, est-ce qu'on va aborder aussi, au-delà de réguler les publicités, etc., c'est de s'assurer effectivement d'éduquer les personnes et de s'assurer que ces médias ne transforment pas notre économie future
de zombies, rendre nos citoyens des zombies. Voilà. Oui, Madame la Présidente, Denis souhaite intervenir. Je voulais juste dire que vous avez tout à fait raison d'insister sur l'aspect enfermement du système, avec ces bulles de filtre qui font qu'effectivement les individus sont cantonnés finalement dans des univers fermés, toujours alimentés par les mêmes contenus ou les mêmes informations, et qu'il peut en résulter, comme vous le dites, à la fois, certainement en résulter quelque chose qui est à l'opposé de ce qu'on avait pu attendre à un moment d'Internet, qui était l'idée d'une ouverture sur les connaissances, sur les idées, sur l'information, et on voit bien qu'au contraire, parfois, c'est un phénomène d'entonnoir, avec les risques, effectivement, sur le psychisme des gens, qui est réel. Madame... Merci, Madame la Présidente. Je pense que la personne qui vient de s'exprimer, Madame, a employé un mot très important qui est celui d'éduquer, autant que possible, tout comme au CSA, parce que je sais qu'il y a de grosses actions d'éducation numérique au CSA. La CNIL fédère un collectif d'associations, de fondations, d'entreprises qui s'appelle EducNum, Éducation au numérique, où nous mettons collectivement beaucoup de ressources pédagogiques dans le domaine de la protection des données, au service des professionnels, au service des parents aussi. Je crois beaucoup, je me permets de le dire, au dialogue entre les générations sur les questions d'éducation numérique et notamment de protection des données. Parce qu'il ne faut pas que ce soit simplement descendant, parce que je pense que dans ces cas-là, le message a peu de prise, et qu'à l'inverse, sur ces sujets qui sont en constante évolution, on voit bien que les jeunes générations ont beaucoup à apprendre aussi, en réalité, à leurs parents, à leurs grands-parents. Donc, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour favoriser ce dialogue. On distribue, par exemple, dans les collèges, cette collection, vous savez, les incollables, sur la protection des données ou autres. On est en train de lancer avec le CSA, l'ADOPI et le Défenseur des droits un kit pédagogique qui met en commun précisément les ressources dans le domaine de l'éducation numérique de ces différentes institutions, et pour répondre à des questions très concrètes, comment est-ce que je peux supprimer un compte sur les réseaux sociaux, est-ce que je peux diffuser des photos ou des vidéos sur les réseaux sans le consentement des personnes, par exemple en ce qui concerne la CNIL. Et puis nous essayons, quand nous engageons une action dans un secteur particulier, c'est le cas par exemple dans le domaine de la publicité ciblée aujourd'hui, pour essayer de faire en sorte que le consentement qui est demandé au dépôt de traceurs et de cookies quand vous allez sur un site ou quand vous vous connectez à un objet qu'il est, soit aussi informé et libre que possible. Nous mettons par exemple sur notre site internet, nous avons conçu un outil qui s'appelle CookieVise, un peu comme visionner les cookies, qui vous permet, évidemment on ne fait pas du name and shame, c'est-à-dire on ne dit pas nous-mêmes aller voir tel ou tel site pour voir ce qu'il en est, mais vous rentrez vous-même le site sur lequel vous naviguez, le nom du site sur lequel vous naviguez, et vous voyez instantanément, par exemple, si ce site, sans que vous ayez fait la moindre action positive pour consentir à quoi que ce soit, a déposé des traceurs à l'occasion de votre navigation, les gens ayant peu conscience d'ailleurs que ces traceurs souvent sont revendus par définition, ce qui est logique dans un système publicitaire contre lequel on n'a rien, mais dont on souhaite simplement qu'il applique les règles de consentement. Voilà. Donc je pense que ces outils, il faut donner le plus possible des outils aux internautes, aux téléspectateurs, etc., pour qu'eux-mêmes, c'est un peu l'empowerment, pour qu'eux-mêmes aient la capacité de prendre conscience des problèmes qui se posent et d'essayer d'y... Oui, deux choses. Je crois qu'on est tous d'accord que l'éducation, c'est la clé. C'est la clé parce que la régulation, l'autorégulation va être très difficile à mettre en œuvre pour des raisons politiques, pratiques, économiques. Je crois que l'éducation, c'est la clé, à condition aussi qu'elle soit bien faite et qu'elle ne conduise pas au relativisme culturel ou autre. C'est quelque chose à quoi il faut être évidemment très attentif. Et l'autre réflexion que je voulais faire, et je m'interrogeais tout haut, est-ce que le ciblage vous paraît être une pratique
anormal ou voilà, parce que après tout, ça peut paraître tout à fait légitime de cibler des catégories de personnes et soi-même, à partir du moment où on est consentant, se dire je veux recevoir tel ou tel type d'information qui est plutôt en relation avec mes intérêts, pourquoi pas? Et donc idéalement, évidemment, il faudrait après qu'il n'y ait que des pratiques de opt-in et pas de opt-out, comme on nous propose malheureusement. Jean-Yves? Relayer quelques questions des internautes. Oui, merci. Dans ce débat, on a effectivement un certain nombre de réactions sur le fait que le fait de confier la modération des contenus à une plateforme, en particulier en période électorale, ou de lui confier des décisions, de laisser prendre des décisions structurantes en la matière est quelque chose qui peut paraître assez choquant. Et j'ai en tête un autre exemple qui est celui du compte de Podemos, que Twitter avait fait sauter une semaine avant les élections espagnoles. Et la question qu'on peut se poser à cet égard, c'est est-ce qu'il n'y a pas une limite du modèle du contrôle de deuxième niveau dans ce type de situation, et à quel type d'instance on peut penser pour intervenir directement dans ces décisions structurantes ou en ligne de contrôle. Alors, moi je partage tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure sur l'autorégulation et ses effets pervers. Ça va quand même pas de soi dans une démocratie qu'une plateforme décide proprio motu d'éliminer le tweet du président des États-Unis. En tout cas, ça peut susciter un débat assez légitime. Sur la loi Avia, la question avait été posée de la même façon, d'une forme de privatisation de la justice, finalement. On demandait, puisqu'on faisait peser sur les plateformes avec ce texte de loi, une possibilité de sanctions très lourde sur les plateformes si elles n'éliminaient pas des contenus haineux dans un délai de 24 heures après leur signalement. Beaucoup de critiques se sont exprimées sur le thème oui, mais du coup, ça va conduire ces plateformes à suréliminer pour ne pas engager leur responsabilité et donc porter atteinte à une liberté fondamentale qui est aussi la liberté d'expression. Or, c'est quand même le rôle fondamental du juge de statuer sur ces questions. Exactement. Donc, laisser ces seuls acteurs, avec la puissance qui est la leur, de décider du bien et du mal, si je puis dire, d'une formule résiduelle, me paraît quand même problématique. C'est la raison pour laquelle il faut que les États interviennent, que la démocratie s'exprime et que le cadre juridique soit posé, d'où l'importance, me semble-t-il, d'avoir une vraie régulation de ces acteurs et de ne pas les laisser décider seuls. Je réagis également à ce qu'a dit Madame juste avant. Je partage tout à fait son analyse sur le risque d'enfermement. Les thèses complotistes, et on le voit bien quand on suit la campagne électorale américaine du moment, elles prospèrent aussi beaucoup du fait de cet enfermement. On ne s'informe qu'au sein de sa communauté. La seule vérité établie, c'est celle de sa communauté, et non plus le point de vue de l'autre. Et donc, de ce point de vue-là, bien évidemment, l'éducation a un rôle essentiel à jouer, comme l'a très bien dit Marie-Laure Denis. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Isabelle Czepanski, journaliste à Électron Libre. Je voulais rebondir sur la sélection de contenu et sur les modalités de la sélection de contenu par les plateformes. Mardi, le Parlement européen a voté en grande majorité un rapport qui demande à la Commission européenne d'interdire les outils de sélection automatique a priori des contenus au nom de la liberté d'expression. Je me demandais ce que vous en pensiez, vu que monsieur... Alors, ça aurait été intéressant... Excusez-moi, j'ai un problème de gorge. Ça aurait été intéressant de savoir ce que monsieur Battesti en pensait, puisqu'il a expliqué que c'était bien utilisé sur Facebook. Oui, les outils de sélection a priori de contenu pour éliminer les contenus a priori. Donc, je me demandais ce que vous en pensiez, vous. Est-ce qu'il faut maintenir ces outils automatiques de sélection ou
comme le Parlement européen semble le vouloir, les interdire. Alors le Parlement européen dit qu'il faut les autoriser seulement pour le contenu manifestement illicite, ce qui reste compliqué. Merci. Enfin, je m'hasarde tout en... Je ne savais pas que le Parlement européen avait voté cette résolution. C'est précisément un rapport. Un rapport, d'accord. Oui, c'est un rapport qui demande à la Commission européenne de statuer, enfin de décider là-dessus ou de proposer là-dessus dans le cadre du Digital Services Act. Mais la question que vous posez, elle renvoie à la question qui va être abordée dans la deuxième table ronde sur la transparence des algorithmes. Mais il faut quand même bien voir que les algorithmes, je pense, sont quand même utiles, notamment dans tout ce qui est la lutte contre le terrorisme, pour repérer un certain nombre de messages par des clés, des mots-clés, des recherches, etc. Donc je crois que se priver de cet outil, ce serait vraiment se priver de moyens de lutte efficaces contre le... Et c'est également... oui, pardon. Simplement, ça renvoie à la question de comment on les fabrique, comment on les contrôle, ces algorithmes, sont-ils transparents, sont-ils connus? Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas, parce que je pense que je ne suis pas sûre que les algorithmes utilisés par Facebook soient transparents et c'est sans doute peut-être un progrès à faire pour l'avenir. Oui, c'est également ce que demandent d'ailleurs les propriétaires de contenus protégés par le droit d'auteur. Eux, ils souhaitent qu'il y ait des outils de sélection a priori. Je crois qu'on est arrivé au terme du temps qui nous était imparti, donc je voudrais vraiment très chaleureusement remercier les participants à cette table ronde qui a permis, je crois, de brasser autour de la question de la manipulation des données individuelles et pas seulement personnelles d'ailleurs, beaucoup d'idées, d'informations. Moi, je retiens quand même plusieurs points qui me semblent assez convergents entre nous autour de la table. Le premier, c'est que quand même, on est effectivement, vous l'aviez dit, devant une opinion publique qui est de plus en plus en demande même de protection, d'organisation de règles. C'est sans doute assez nouveau. Ça résulte d'une prise de conscience du développement de l'économie des données depuis plusieurs années. Deuxièmement, que l'autorégulation, on l'a bien dit, on l'a bien vu, a des limites, qu'il faut inventer autre chose, aller plus loin, une régulation, mais vous l'avez dit aussi, qui ne peut pas être non plus totalement traditionnelle compte tenu des médias auxquels on a affaire, et qui doit pouvoir reposer, en tout cas c'est ce qu'on peut comprendre à travers l'intervention de M. Battesti, sur des volontés de coopération plus certaines que ce qu'elles n'étaient jusque-là. Troisièmement, je trouve que c'est très important, effectivement, ce que vous avez dit sur l'interrégulation, parce qu'on est vraiment, on voit bien qu'on est vraiment dans ce champ au croisement de préoccupations différentes et qu'il faut combiner. Bon, le niveau européen qui effectivement s'impose, et maintenant c'est le cas pour embarquer véritablement une régulation du système. Et enfin, voilà, effectivement, la clé du mot de l'éducation à l'esprit critique, à l'ouverture, pour éviter les enfermements, effectivement, auxquels on a fait allusion, et plus largement pour donner aux citoyens et à l'internaute les moyens de naviguer à la fois en connaissance de cause, en sécurité, et en connaissance de ses droits, ce qui est aussi évidemment très important. Voilà, merci beaucoup.